Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, j'avais tantôt le PDG de la SDC du quartier latin, puis il disait que c'était la victoire du pragmatisme sur le dogmatisme à Montréal. Toi, tu dis que c'est la victoire, en fait, dans toutes ces élections municipales-là, du steak patate. Qu'est-ce que tu veux dire? Steak patate, ben, c'était quand même... un peu, Montréal fait peut-être un peu exception à la règle, mais c'était quand même remarquable qu'on n'est pas dans une campagne électorale où les candidats, surtout les candidats vainqueurs, ont promis, là, tu sais, on n'était pas dans la ligne rose, puis des gros projets, puis etc. Puis je pense que c'est peut-être Catherine Fournier qui a donné le ton à Longueuil en disant « Je ne planche pas sur des nouveaux projets d'infrastructure. Ah oui. Faut entretenir ce qu'on a qui tombe en ruine. » Et ça, c'est comme si les administrations municipales, depuis plusieurs années, étaient lancées, tu sais, dans des grandes réflexions sur nous sommes les agents de changement dans la lutte contre les changements climatiques, puis c'est nous qui vont faire évoluer la société, puis etc. Puis là, on est dans une logique où ils se rendent compte qu'il y a énormément de frustration, énormément de colère dans l'électorat quant à la piètre qualité des services publics, tout palier de gouvernement mélangé, là, et que donc, il faut revenir à ce que j'appelle, moi, un jeu de base, là, tu sais. Faut que les systèmes d'égouts, faut éviter les refoulements d'égouts quand il y a des pluies diluviennes, il faut que les usines d'épuration fonctionnent, il faut que le ramassage des déchets fonctionne, il faut que nos infrastructures soient bien entretenues, et donc, on revient vraiment à des idées plus centrales. Puis, ce qui est remarquable, c'est que c'est un peu dans une autre chaîne, mais ce qui caractérise Madame Martinez-Ferrada, dans le sens que, oui, elle veut faire de l'itinérance sa priorité parce que c'est objectivement une crise humanitaire qu'il faut aborder. Mais c'est une crise humanitaire qui est en train de fracturer le tissu social de Montréal, de nuire à son rayonnement. Mais au-delà de ça, elle n'est pas dans le fait d'imposer des choix idéologiques. Puis je pense que c'est ce qui avait beaucoup nui à l'administration Plante. T'sais. On va faire la collecte des déchets un jour sur deux, mais dans un des quartiers les plus densément peuplés. Les Canadiens sont contre la fermeture de Camillien-Hood, mais on va le faire pareil. Alors que Madame Martinez-Ferrada, on l'entendait dans son point de presse cet après-midi, elle est très dans le « je vais consulter, je vais voir, on va y aller doucement, on va essayer de créer consensus ». Donc, même si elle demeure, je pense, une mairesse plus progressiste que ce à quoi s'attendent les Montréalais, qui, en votant pour elle, ont davantage voté pour le changement que d'autres choses. Elle veut justement arriver à faire des consensus, à faire baisser la température. Là. Mais les Crabouins, là, dans une entrevue à la presse, qui dit si vous votez pour Mme Martinez-Ferrada, c'est la droite, c'est un virage à droite. Tu dis, my God, virage à droite, voyons. calmons. C'est pas un virage à droite. Là. C'est quoi la première crise qu'elle a sur son bureau, là? C'est la grève de la STM. Elle aurait pu très bien dire c'est invivable pour la métropole du Québec, je veux une loi spéciale. Elle dit non, je ne demanderai pas une loi spéciale. La première chose que je vais faire, c'est demander au patron, à la STM, de venir s'asseoir avec moi puis de m'expliquer pourquoi ça débloque pas. Alors, non, elle n'est pas à droite, mesdames et messieurs. Une candidate qui est à droite n'aurait pas fait de l'itinérance sa priorité. Au contraire, là, je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. On va rester avec une mairesse relativement progressiste, puis pour une raison très simple, hein, c'est que dans une ville aussi grande que Montréal, je pense que toutes les métropoles ont un peu ce défi-là, c'est que les gens qui habitent les quartiers les plus centraux, ils aiment ça, eux autres, les parcs, les pistes cyclables, puis le fait que les rues résidentielles ne servent pas de détour pour éviter la circulation. Là. Donc, quand tu es maire d'une grande métropole, il faut que tu réussisses à faire un grand écart là, entre les priorités des gens qui habitent dans les quartiers excentrés puis ceux qui habitent le cœur de la ville. C'est un grand écart. Souvent, est-ce qu'elle va réussir à le faire ou pas? On verra. Budget fédéral demain, est-ce que tu penses que les partis veulent aller en élection? Non, il n'y a personne qui veut aller en élection, puis je pense qu'il n'y en aura pas d'élection. Objectivement, d'ailleurs, le chef par intérim du NPD a dit que ce serait permis de s'abstenir.
Monsieur Poilievre n'a pas voulu dire s'il obligerait tous ses députés à être présents. Puis c'était assez drôle, dimanche, hier, parce que nous, on est obsédés par les municipales. Monsieur Poilievre était en point de presse à Ottawa. Puis il a dit, vous savez, il dit, c'est Mark Carney qui veut une élection, dans le fond, parce que Mark Carney, il veut faire oublier toutes ses promesses ratées, puis il veut servir d'une élection pour faire diversion. Il y a personne en ce moment qui a intérêt à aller en élection. Le Parti conservateur s'est pas totalement remis de sa défaite, objectivement. Le NPD a pas de chef. Alors, il va s'arriver, ce qui arrive souvent, là, c'est des abstentions, ceci, cela. Puis le gouvernement Carney, je veux dire, on dirait il est minoritaire, il doit négocier, vous savez. Moi, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Tu n'as jamais autant de marge de manœuvre que quand tu déposes ton premier budget. Alors, c'est la fois dans ton mandat où tu peux le plus risquer ce jeu de roulette russe en disant, je le dépose, ce sont mes priorités, take it or leave it, comme on dit, là. Et donc, il sera jugé là-dessus. D'ailleurs, l'exercice est assez périlleux pour lui. Donc, je pense que c'est davantage là-dessus qu'on va le juger, là. Et là, tu sais, c'est la vieille tactique, là. Ça fait des journées, des semaines qu'on nous dit ça va être dur, puis on demande des sacrifices, puis tout ça. Puis finalement, il va déposer le budget, puis on va dire, finalement, c'est pas si dur qu'on pensait. Pas si dur. Il veut quand même couper. Il y a comme M. Champagne a quand même demandé à tous ses ministres, à tous ses collègues de couper 7,5 % dans leurs dépenses de programme l'an prochain, 10 % l'année suivante et 15 % la troisième année pour en arriver à des économies de 25 milliards par année. Donc, c'est assez gros qu'on laisse présager qu'on sera plus dans l'idée de plafonner la taille de la fonction publique ou de juste y aller par attrition. Est-ce qu'il y aura des mises à pied, des compressions, comme on a déjà vu dans les vastes exercices là, d'équilibrage des livres, comme à l'époque de Stephen Harper ou voire de Paul Martin? On verra. Je pense que le gouvernement Carney n'a pas le choix d'être sérieux dans cet exercice-là parce que il veut convaincre les Canadiens qu'il y a deux sortes de déficits. Il y en a un bon puis un pas bon. Le bon, c'est celui qui permet d'investir, comme quand tu t'endettes pour acheter une maison. Le mauvais, c'est celui où tu t'endettes pour payer l'épicerie. Alors ça, c'est toutes les dépenses de fonctionnement. C'est le ballonnement boulimique de la taille du gouvernement fédéral qui est voué à 250 millions de missions. Donc, s'il veut justifier auprès des Canadiens que les dépenses additionnelles qu'il fait en investissement pour relancer et réinventer l'économie canadienne sont un exercice sérieux, il faut que le pendant de ça, que l'exercice de rationalisation, de compression des dépenses de l'État le soit tout autant. Puis, il est obligé d'être sérieux des deux côtés parce que il faut aussi convaincre les grandes agences de cotation, etc., que c'est un gouvernement qui prend la santé de ses finances publiques au sérieux. Il ne s'agit pas que Mark Carney soit le premier ministre, là. Donc, on verra. Mais tu sais, qu'est-ce qui est un investissement? Je pense que c'est ce qu'on va regarder sérieusement. Investir pour construire, je sais pas moi, des pipelines, des grandes infrastructures. Ça, tout le monde conçoit très bien que ce soit un investissement. Qu'on est rendu dans investir pour la formation du programme d'innovation de que je te mets comme on en met dans les budgets fédéraux depuis 25 ans. Est-ce que ça va vraiment être un investissement qui génère de la richesse? Moi, je pense que c'est là qu'il y a un test de crédibilité à passer pour le gouvernement parce que Richard, je sais pas, là, j'ai arrêté de les compter. Je pense que c'est mon 20e budget, là, ou 25e que je couvre, mais il y en a au moins 15 là-dedans qui sont appelés des budgets d'innovation et de productivité, puis il n'y en a jamais aucun qui a fonctionné. Là, le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci. Est-ce que tu vas être enfermé demain pendant de longues heures? Mais oui. Oui, surtout demain, parce que c'est quand même un budget qui va être costaud, qui va être complexe. Il faut avoir le temps de le comprendre adéquatement pour pouvoir essayer de l'expliquer intelligemment. Mais Emmanuel, c'est tout un exercice quand même, parce que c'est une méchante brique qui vont te donner plein de chiffres là-deddedans, puis on te donne tant d'heures pour essayer de le comprendre. Là, oui, non, mais quand j'ai commencé dans le métier, je te jure, j'en dormais pas la nuit d'avant. C'est sûr. C'était anxiogène total, là. Maintenant, j'en ai fait assez que on a chacun a nos recettes, là, tu sais. Moi, je lis les communiqués de presse, je commence à me prendre des notes pour essayer de faire un tableau, puis là, après ça, tu y vas. Puis le truc, c'est de pas tout lire, c'est d'aller voir les annexes à la fin de chaque chapitre, parce que c'est là qu'il y a les chiffres et les tableaux.
Alexandre. Ça aide moi, à faire le ménage dans ta tête. Je suis curieux, Emmanuel, à quel point, mettons, le 25 budget fait un petit bout, à quel point, mettons, le fait que ce soit tout numérique maintenant, puis que tu puisses avoir accès, par exemple, à des dossiers numériques de tout ça, ça te facilite la tâche comparativement à il y a 20 budgets, mettons? Non, moi, je demande encore la copie papier. Ouais, plus tard. Contrôle F, ça t'aiderait pas? Non, je demande la copie papier avec mes petits Parfait. post-it que je mets. Puis comme ça, je peux aller rapidement de chapitre en chapitre quand je cherche mes notes, puis quand je peaufine mes C'est notes pour excellent. l'émission spéciale. Je suis très, très, très vieux jeu là-dessus, malheureusement. Je suis très mauvaise pour la réduction de la ça. consommation de papier dans la vie. On savait qu'elle est old school avec ses courtes pointes. Là, voyons donc. C'est vrai. Ben oui, Merci. c'est ça. Ben, j'aime la copie papier. Salut, à demain, Emmanuel. Bye. Au revoir.